à 18h30 au plus tard. Merci à tous de nous avoir rejoints. Merci aussi à nos panélistes d'aujourd'hui de nous avoir accordé leur temps un samedi après-midi. Donc, la réunion d'aujourd'hui a pour but de parler d'éducation et surtout d'éducation française, d'éducation de maintien et du lien avec la langue française, avec la culture française. Et donc, pour parler de ces questions aujourd'hui, nous avons réuni un certain nombre de personnes qui appartiennent, ou pas d'ailleurs, à la liste qui se présente aux élections consulaires de mai prochain, un monde de projets. Je commence par Amélie Mallet, qui va se manifester par un petit signe de la main, qui est la présidente de l'association des parents d'élèves du lycée Winston Churchill. Bonjour Amélie. Joëlle Simpson, qui est, elle, la présidente de l'association Parapluie Flamme. Bonjour Joëlle, un petit coucou. Bonjour. Christian Ravel, qui lui aussi fait partie de la Galaxie Flamme, qui est un des cofondateurs, avec Joël d'ailleurs, du Parapluie Flamme. Bénédicte Hu, qui est là, bravo, merci Bénédicte, qui elle a cofondé avec un certain nombre de parents et de personnes Europa School UK, mais qui est maintenant la directrice administrative et financière d'un Multi-Academy Trust. Donc elle est vraiment bien dans la problématique. Et puis, bon, je n'ose même pas présenter le dernier panéliste que tout le monde doit connaître, donc Olivier Cadic, qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre, qui est, comme tout le monde le sait, le sénateur des Français établis hors de France, mais qui est, lui, temporairement établi à Paris, mais qui a sa base au Royaume-Uni, comme nous tous. Et puis bon, j'ai fini par moi, donc Laurent Battu. J'étais pendant quelques années, j'ai travaillé à l'ambassade de France au service culturel, et depuis quelques années, je m'occupe de développement d'institutions scolaires au Royaume-Uni et dans le monde. Voilà. Donc on va diviser notre temps, on va essayer d'être concis en deux. Il y a deux problématiques essentielles qui se posent aux Français du Royaume-Uni globalement. C'est quelles sont les solutions offertes aux familles pour trouver une éducation française ou maintenir le lien avec la langue française et la culture française. Ça, c'est la première grande thématique de l'après-midi. Et deuxième question vraiment extrêmement importante, et surtout en ce moment, quels sont les moyens de faciliter l'accès à ces différentes solutions, à ces différentes, donc l'accès au plus grand nombre. Donc ça, ce sont les deux questions. Quand on parle du paysage éducatif français, de la langue française au Royaume-Uni, immédiatement, on pense, à tort ou à raison d'ailleurs, aux écoles françaises qui existent dans ce pays. Et il y en a deux types. Il y a les écoles homologuées, dites homologuées par le ministère français de l'Éducation nationale. Elles sont au nombre de 15 au Royaume-Uni, c'est un réseau important, et 13 d'entre elles sont à Londres. Donc c'est vraiment un réseau très centré sur Londres. Les deux écoles qui ne sont pas à Londres, et ceux qui sont en dehors de Londres les connaissent, c'est l'école française de Bristol et l'école d'Aberdeen en Écosse. Au-delà de ces écoles homologuées par le ministère de l'Éducation nationale, il y a des écoles francophones qui suivent plus ou moins le programme français et qui sont non homologuées, donc qui ne sont pas reconnues par le gouvernement français. Elles sont au nombre, on en a dénombré à peu près 7 à Londres essentiellement. Ce sont des écoles maternelles ou primaires, donc c'est des petites structures qui se développent, qui sont dynamiques depuis quelques années, et donc qui enrichissent le paysage. Alors, ce paysage des écoles françaises, il a beaucoup évolué depuis une dizaine d'années, même une quinzaine d'années. Depuis le milieu des années 2000, on a constaté, et l'offre s'est beaucoup étoffée pour les écoles françaises à Londres,
Et il y a plusieurs écoles qui sont nées à cette époque. Je pense des petites structures comme l'école bilingue à Paddington, qui est une école primaire, mais des structures plus grosses qui ont été créées dans le cadre de ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est le plan école. Et là, je parle du Collège français bilingue de Londres et du lycée international Winston Churchill. Donc, ce sont deux grosses écoles qui ont été créées en 2011 puis 2015 et qui ont fait passer la capacité d'accueil à Londres à plus de 7000 places disponibles désormais. Et donc, dans le cadre du plan école, ces établissements ont été créés pour répondre à l'époque à une demande très importante qui ne trouvait pas de solution. Et donc, on peut dire que le plan école a permis de développer le réseau et a créé des initiatives en dehors du plan école lui-même, puisque d'autres écoles se sont créées en profitant de cette dynamique. Je ne vais pas passer trop de temps à développer sur, vous pourrez poser des questions évidemment. Il faut que vous sachiez une chose importante sur les écoles homologuées, c'est qu'il existe plusieurs statuts de ces écoles homologuées, elles n'ont pas toutes le même statut juridique. L'établissement historique français, c'est le lycée Charles de Gaulle à Londres, et lui, c'est l'établissement qui appartient au gouvernement français et à l'État. C'est ce qu'on appelle un EGD, un établissement en gestion directe. Les autres écoles sont des écoles privées qui sont détenues soit par des groupes de parents qui ont constitué une charity ou par des propriétaires privés. Et au sein de ces écoles, il y a une école dite conventionnée, donc qui a un accord particulier avec l'État, c'est l'école Jacques Prévert. Toutes les autres écoles sont des écoles dites partenaires et qui donc sont totalement privées. Il faut savoir quand même qu'elles sont toutes payantes et que si vous inscrivez vos enfants dans ces écoles, vous aurez évidemment à payer des frais de scolarité, mais les gens qui sont déjà inscrits le savent pertinemment. Ces écoles homologuées ne répondent pas forcément toujours aux besoins des parents et des familles par binationales. Elles ne sont pas présentes dans tout le Royaume-Uni. C'est la raison pour laquelle, et ça me permet de faire une transition vers Joël, un nombre de parents se sont réunis pour créer les écoles flammes. Joël, si vous pouvez nous expliquer ce que sont les écoles flammes, comment elles se sont constituées et ce qu'elles proposent. Tout d'abord, je profite de cette occasion pour remercier un monde de projet pour son invitation au Parapluie Flamme. Alors, le Parapluie Flamme, c'est une fédération de petites écoles flammes. Alors, flamme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire français, langue maternelle. Et vraiment, je dois insister là-dessus parce qu'on s'imagine souvent que les petites écoles sont des clubs de français, des clubs FLE, français langue étrangère. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, dans les petites écoles flammes, nous offrons des cours en langue française le samedi matin, le plus souvent, ou après l'école, pendant la semaine. Le réseau Flamme, en fait, existe depuis les années 80. Il s'est formé, ça fait un peu boule de neige, et en 2013, le prédécesseur de Benoît Le Dévédec, Yves Le Tournel, a lancé cette fédération. Donc, la fédération Parapluie Flamme existe depuis 2013. Quel est le public des petites écoles? Eh bien, ce sont des familles qui n'ont pas accès à des écoles bilingues francophones à cause de l'éloignement ou parce qu'elles n'existent pas dans leur région ou parce qu'elles sont trop chères. On a déjà entendu parler du coût, ou simplement par choix, on décide de mettre ses enfants dans le système éducatif local et d'immerger les enfants dans la langue anglaise, surtout si on est de passage dans le pays. Donc, les critères d'entrée dans les petites écoles flammes sont d'avoir au moins un parent qui parle le français à la maison. Ça, c'est la condition sine qua non.
nous sommes obligés de demander ce minimum. Nous n'apprenons pas le français en classe flamme. On le découvre, on l'utilise, on le comprend déjà avant même de commencer. Les âges des élèves vont de 3 ans à 18 ans. Et oui, ça couvre aussi les niveaux scolaires du secondaire. Chaque petite école a sa personnalité propre. Certaines sont beaucoup plus scolaires que d'autres. Je pense qu'on essaye de répondre aux attentes des parents. Alors, quand on est une petite école scolaire, une petite école flamme, plus scolaire, on a des programmes qui sont basés sur les programmes officiels. On utilise des manuels français de classe normale, de classe française, avec des niveaux identifiables, de la maternelle petite section jusqu'au CM2. Et on offre même les préparations à des certifications, alors que ce soit le GCSE, le ES, le A-Level ou des certifications DELF, donc diplôme en langue française, diplôme d'études en langue française. Les statuts des petites écoles varient également. Il y a quelques entreprises parmi elles. La grande majorité sont des associations à but non lucratif, donc des organismes caritatifs au service de la communauté francophone. Les cours sont accessibles, ils varient en durée, donc d'1 heure en semaine après les classes anglaises jusqu'à 3 heures le samedi matin. Et on a le temps de couvrir beaucoup de choses en 3 heures de temps. C'est sûr qu'avec la pandémie et le Brexit, on a perdu des effectifs, certains locaux ont fermé, certaines petites écoles ont suspendu leurs activités. Et c'est pour ça que le Parapluie Flamme, lui, a pensé à lancer un réseau de classes virtuelles aussi, justement, pour ces familles sans accès à la langue française, à des cours de langue française pour leurs enfants. Le Parapluie Flamme a également offert des outils pendant cette pandémie, en particulier l'accès à la plateforme Savio, qui est un outil conforme aux programmes officiels pour les élèves de 7 à 12 ans. 1900 élèves, hein, c'est un nombre important d'élèves qui en bénéficient. Et ce réseau de classes virtuelles, donc pour les familles qui n'ont pas accès aux petites écoles dans leur région ou parce que les petites écoles ont suspendu leurs activités pendant la pandémie. Voilà, donc je viens de mentionner le Brexit. Je lance également un appel aux enseignants potentiels. N'hésitez pas à nous envoyer votre CV. Ça va être très difficile de recruter maintenant des enseignants de France. Les enseignants des petites écoles sont qualifiés à 70% et le Parapluie Flamme, lui, a le rôle d'organiser des formations pour les enseignants qui seraient intéressés. En particulier, récemment, on a offert 7 formations sur l'animation de classes virtuelles. C'était quelque chose dont nous avions grandement besoin. Il a fallu se mettre au pas et adapter nos cours de présentiel en virtuel. On organise également des réunions régionales, en principe en présentiel, des temps forts d'échange pour les enseignants, dont bénéficient bien sûr tous les élèves. Voilà, donc je pense avoir couvert beaucoup de points. Oui, absolument. Le chat, oui. Il y aura certainement beaucoup de questions, Joël, après votre intervention. Et nous avons mis des liens également, je pense, sur le chat pour nous contacter directement. Absolument. Merci. Merci, Joël. Donc, on a bien vu, les écoles flammes sont présentes partout, partout, dans de nombreux endroits au Royaume-Uni et bénéficient d'une importante dynamique depuis plusieurs années. Mais il y a aussi d'autres solutions potentielles un peu moins nombreuses qui existent et qui sont offertes aux familles françaises. Et Bénédicte, tu as certainement quelques éléments à nous apporter sur ce troisième pilier de l'éducation pour les Français au Royaume-Uni. Merci Laurent. Bonjour Bénédicte.
J'ai effectivement eu la chance, il y a quelques années, de participer à la création d'une free school bilingue dans la continuité de l'école européenne de Kellam et de travailler avec Laurent et Olivier autour de l'objectif 2 du plan école visant à promouvoir les sections bilingues intégrées dans les écoles publiques anglaises. Je suis une grande fan moi-même des modèles éducatifs internationaux, non seulement parce qu'ils mettent l'accent sur la réflexion critique, mais aussi pour l'ouverture d'esprit et leurs bénéfices en termes de compréhension interculturelle dont nous avons tant besoin en ce moment. Donc, je suis là pour vous parler de l'offre en dehors des écoles françaises de Londres et des écoles flammes qui sont un complément très intéressant. Avant le Brexit, on estimait environ 300 à 400 000 le nombre de Français installés en Angleterre. Je ne connais pas bien la proportion d'enfants en âge scolaire, mais vous avez environ 7 000 places dans les écoles françaises de Londres, comme le rappelait Laurent. Et on estimait, à l'époque où je travaillais avec Laurent Olivier sur le plan époque, qu'il y avait environ 70% d'enfants ayant un lien avec la communauté française au UK, scolarisés en dehors des écoles françaises, donc soit dans le système anglais, soit dans d'autres structures internationales. Cela, comme le disait Joël, peut-être pour des raisons financières ou encore du fait de leur localisation en dehors de la capitale ou par choix personnel d'immersion, notamment pour les familles biculturelles aussi installées au Royaume-Uni. Je vais donc vous parler brièvement du système anglais classique, puis évoquer les sections bilingues et internationales. Donc, le système anglais, tout d'abord, fonctionne sur le principe de carte scolaire, comme en France. Les écoles d'État gratuites accueillent 90% de la population scolaire, 93% même de la population scolaire. 7% sont éduqués dans les écoles dites privées. Donc, ces écoles publiques anglaises sont soit gérées par des autorités locales, soit sous forme d'académies ou de free school, qui sont des structures à financement public, mais gérées de manière indépendante. Ces structures représentent maintenant plus de la moitié des écoles publiques et la quasi-totalité des écoles secondaires. Vous avez également, pour être complet, les grammar schools, qui sont toujours à financement public, mais plus sélectives, avec un examen d'entrée à l'entrée du secondaire. Il n'y en a plus beaucoup. Maintenant, il y en a principalement dans le Kent, dans le Buckinghamshire et dans le Lincolnshire. Le niveau des écoles d'État est assez variable et donc je vous conseille de vérifier le taux de réussite au GCSE A-Level et de jeter également un œil à leur rapport Ofsted avant de faire votre choix. Mais néanmoins, elles offrent une alternative intéressante et gratuite en complément des écoles flammes ou des structures CNED qui peuvent être soit des formations CNED individuelles ou des structures CNED écoles. Si vous avez une forte concentration de Français ou de binationaux, vous pouvez discuter avec les enseignants et avec votre école anglaise pour avoir un programme renforcé en langue, où vous pouvez vous organiser pour mettre en place une structure de type flamme, et je comprends qu'il y a des subventions pour cela dont nous parlera Christian tout à l'heure. Donc, à côté de toutes ces écoles publiques, vous avez les écoles privées qui représentent environ 7% des élèves. Elles sont assez chères, entre 15 000 et 20 000 ou plus par an, livres. Et assez élitistes, les 7% des enfants éduqués dans le privé décrochent 40% des places dans les universités prestigieuses anglaises de type Oxford ou Cambridge. Donc, il y a tout un travail en ce moment et ces universités essaient de rééquilibrer en essayant de recruter davantage dans le public. Notez néanmoins que si vous souhaitez basculer dans un système anglais pour passer les examens GCSE ou A-Level, vous pouvez le faire au plus tard en Year 9, qui est l'équivalent de la 4e. Après, ce sera plus compliqué pour accrocher le programme. Le programme de GCSE est un programme en général sur 2 ou 3 ans qui se termine en Year 11 à la fin de la seconde française, et le A-Level, un équivalent du bac, est un programme sur 2 ans. Il est aussi important de savoir que les A-Level sont très spécialisés et vous devez choisir juste 2, 3 ou 4 matières. Donc, ils sont plutôt recommandés si vous avez une idée précise de ce que vous souhaitez faire. Mais donc, l'autre grande alternative dont je souhaite parler aujourd'hui sont les écoles internationales qui deviennent de plus en plus populaires ces dernières années dans un contexte global et sont adaptées à la mobilité internationale, notamment pour de nombreux pays qui n'ont pas la chance d'avoir le réseau d'écoles françaises que nous avons. Vous avez grosso modo, 3 grands modèles d'écoles internationales. Vous avez ce qu'on appelle les modèles d'exportation, dont vient de parler Laurent, exporter le modèle d'un pays dans un autre pays. Les Britanniques, les Américains ont ce type de modèle également. Vous avez les modèles dits d'intégration qui s'intègrent aux cursus nationaux. C'est le cas d'Europa School que nous avons créé en 2012, d'Anglo-European School dans l'Essex, ou encore vous avez des modèles mixtes comme Wix Primary à Clapham,
ont vu le jour également Saint-Jérôme, à côté du lycée international de Londres, à Harrow, ou La Fontaine, à Bromley. Il y a également Holy Cross, qui est un modèle un peu similaire à celui de Wix à Fulham. Donc, ces modèles se développent de moins en moins dans le contexte actuel, mais ont le mérite d'exister. Et vous avez un troisième type de modèle qui sont les modèles qui offrent le bac international. Donc, c'est aussi le cas d'Europa School et de Anglo-European School, mais vous avez aussi dans le privé l'école Janine Manuel, le IFA, ou le bac international proposé par le lycée international de Londres, ou à l'International School of London. Vous avez également 96 autres structures publiques ou privées dans le UK qui offrent le bac international. Donc, vous voyez qu'il y a quand même du choix, et sur le site de l'IBO, vous pouvez avoir la liste de ces établissements. J'ai cité les principaux qui offrent un cursus en français. Pardon, je disais, c'est effectivement un paysage assez riche, Bénédicte. Merci beaucoup d'avoir tracé à la fois à grands traits, mais avec beaucoup de détails et de précision, ce paysage qui montre la diversité qui est offerte, mais aussi la complexité de faire des choix et d'avoir une stratégie entre les écoles gratuites et les écoles privées, donc payantes. Et le caractère payant de beaucoup d'établissements, et en particulier des établissements français, mais des petites écoles aussi d'ailleurs, parce que ce n'est pas gratuit, pose la question globale qu'on évoquait en introduction de quel accès et la manière dont on peut faciliter l'accès à ces différentes solutions et comment faciliter financièrement surtout cet accès. Et pour commencer à parler de cette question financière, je vais me retourner à nouveau vers les écoles Flamme et vers Christian et Joël, pour comment les familles françaises ou binationales, dont on a bien compris un parent doit parler français à la maison, on peut faciliter leur accès à ces écoles Flamme. Bien. Merci Laurent. En termes financiers, une école Flamme coûte environ 85 à 240 pounds par trimestre, pour une dizaine de séances, 10-11 séances par trimestre. Donc le coût est relativement bas. Tout dépend aussi du nombre d'heures que ces écoles font. Donc c'est pour ça que le spectre entre 85 pounds et 240 pounds est assez large. Pour des séances de 3 heures le samedi matin, en général, on sera plutôt vers 240 pounds. Ceci dit, même si le coût est bas par rapport à d'autres possibilités, certains parents ont du mal à financer ça, notamment avec la crise que nous connaissons actuellement. Nous avons plusieurs familles qui ne peuvent plus financer ça, et afin de ne pas écarter leurs enfants de l'éducation du français, plusieurs choses sont en train d'être mises en place. D'abord, le parapluie Flamme essaye d'assister déjà à court terme les structures Flamme elles-mêmes, donc pas les parents, mais les structures Flamme, afin qu'elles puissent faire quelque chose pour les parents en difficulté. Et en parallèle, nous essayons de mettre en place avec Olivier Cadic une forme de bourse hors réseau qui s'appellerait le chèque éducation, et qui permettrait à ces familles d'avoir l'équivalent d'une forme de bourse pour pouvoir financer leur accès aux structures Flamme et aux écoles Flamme pendant cette période difficile, et peut-être même à plus long terme, ce qui permettrait à plus d'enfants, en tout cas à aucun enfant, d'être écarté ou d'avoir des difficultés à joindre l'enseignement du français pour des raisons financières. Et ça permet également d'assurer la pérennité des structures, vu que l'accès à tous les enfants est garanti. Voilà, je pense que donc, sur l'aspect financier, c'est principalement les choses que nous mettons en place actuellement sur le Flamme pour essayer de favoriser l'accès. Par ailleurs, Joël a mentionné le réseau de classes virtuelles. Donc ça, pour l'accès financier au réseau de classes virtuelles, le mieux, je pense, c'est de contacter le parapluie Flamme. Merci Christian. Je pense que Olivier aura certainement d'autres éléments à apporter, en particulier sur le chèque éducation tout à l'heure. Il y a une grosse question financière qui se pose, en particulier à Londres, avec les établissements français homologués. Et là encore, il y a un certain nombre de solutions qui existent et qui ne sont pas forcément toujours connues.
Amélie, tu peux nous donner quelques exemples, s'il te plaît? Oui, merci Laurent. C'est vrai qu'avec la pandémie et le Brexit, il y a une inquiétude au niveau des effectifs scolaires pour les établissements français à Londres, parce que la crise sanitaire a eu un véritable impact aussi sur nos familles, et il y a des familles dans notre communauté qui se retrouvent dans des situations de précarité et ont du mal à assurer les frais de scolarité. Tout d'abord, il y a les bourses. L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la EFE, propose une aide à la scolarité aux enfants de nationalité française qui sont scolarisés dans des écoles et des établissements d'enseignement français homologués par l'éducation nationale. Ces bourses permettent de couvrir sous certaines conditions, notamment les ressources, toute ou une partie des frais de scolarité. Mais comme disait Laurent, les écarts de frais de scolarité et d'accès aux bourses dépendent des différents statuts de gouvernance de nos écoles. Sur nos écoles, il y a 3 établissements partenaires, l'EIFA, l'école Janine Manuel et le lycée international de Londres, Winston Churchill, qui ont leur plafond des bourses non pas alignés sur leurs frais de scolarité réels, mais sur ceux de Charles de Gaulle. Et l'enveloppe des bourses scolaires qui s'élève à un peu moins de 2 millions d'euros pour le Royaume-Uni ne couvre donc pas l'ensemble des besoins. Il y a des fonds de solidarité privés indépendantes qui viennent soutenir les familles. Vous verrez les liens dans le chat. Nous avons le LFCG Families Charity Fund, Friends of the Lycée et the French Scholarship Foundation, qui sont des fonds de solidarité indépendantes qui participent au financement des frais de scolarité. Grâce à leurs équipes de bénévoles qui élèvent elles-mêmes leurs fonds, ces fonds sont redistribués de manière souveraine et impartiale, selon des critères qui sont bien spécifiques à chacune de ces charities, et c'est indépendant de la nationalité. Les familles non françaises qui font partie intégrante de notre communauté scolaire au sens large et qui participent pleinement au rayonnement de notre système académique ne peuvent bénéficier que de ces bourses privées. Plusieurs centaines de milliers de pounds viennent chaque année compléter l'enveloppe des campagnes de bourses scolaires de l'AEFE. Nous proposons donc un élargissement de cette enveloppe qui permettrait de soutenir plus généreusement nos familles en grande difficulté financière et donnerait la possibilité à un plus grand nombre d'élèves francophones de rejoindre le réseau, quel que soit leur revenu. Le recrutement de nouvelles familles contribuerait à la maîtrise des frais de scolarité et consoliderait le réseau. Une perte d'effectifs à long terme aura un impact décisif sur les frais de scolarité et pourrait mettre en danger la diversité de l'offre existante. Cet élargissement de l'enveloppe permettrait également de déplafonner le nouveau lycée international de Londres, qui a été ouvert sous le patronage de l'ambassade et dont les prêts financiers ont été garantis par l'État français. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ces élèves boursiers n'ont pas leurs frais de scolarité complètement couverts par les bourses. Il y a un travail qui a été entrepris à l'initiative du service culturel de l'ambassade avec les fonds de solidarité et les parents d'élèves sur l'aide aux familles entre avril 2018 et mai 2020. Ils ont tous compris la nécessité de travailler en réseau, travailler ensemble, au-delà des particularités de nos différents établissements, pour préserver la continuité scolaire pour tous nos élèves. On souhaite tous encourager la mixité sociale. Un travail collectif permettrait de consolider l'aide aux familles pour tout le monde. Elle permettrait de compenser les différences de frais de scolarité et d'accompagner les établissements dans leur recrutement de nouvelles familles. Une relance des discussions de ce projet d'initiative commune a été demandée collectivement par tous les représentants des parents d'élèves. Une réunion est maintenant programmée pour le 16 mars prochain pour discuter de la situation actuelle, et notre liste souhaiterait que cette réunion s'inscrive dans la dynamique d'un nouveau plan école. Merci beaucoup. Merci Amélie.
Donc on le voit, il y a beaucoup de problématiques différentes et qui sont liées parfois à la situation géographique des Français, mais on voit bien qu'à l'heure actuelle, voilà, il y a un certain nombre de questions qui se posent et qui n'ont pas encore trouvé nécessairement de réponse. Et c'est une situation à laquelle Olivier Cadic est très habitué, puisqu'il a déjà eu à faire face à ce genre de difficultés il y a quelques années déjà, et je lui laisse la parole pour remettre tout ce que nous sommes dit dans une perspective à plus long terme. Bien, merci beaucoup Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, si on veut regarder cette question de plan école de façon globale, les présentations étaient très intéressantes. Je vais essayer de revenir pour comprendre la big picture, là où on a été, à quoi étions-nous confrontés quand j'ai démarré, quand j'ai été élu au départ en 2006. Tout est parti du problème de Londres avec un lycée Charles de Gaulle qui était plein à craquer. Il y avait à peu près au minimum 500 enfants en attente, 100 places chaque année. Le conseil culturel en charge de l'éducation était totalement absorbé par la question du lycée Charles de Gaulle. Il avait un mal fou à travailler sur autre chose. L'AEFE disait qu'il n'y avait pas d'autres sites disponibles et puis ensuite que le Royaume-Uni n'était pas leur priorité parce qu'il fallait qu'ils couvrent le monde. Et en fait, en 2006, j'ai proposé cette idée de créer un plan école et tout a vraiment démarré avec l'arrivée de l'ambassadeur Maurice Gourdeau-Montagne fin 2007 et de Michel Monsoret, qui était le conseiller culturel en charge de l'éducation. Et ils ont aimé l'idée, on a lancé un plan école en juin 2008. Mais tout commence par quoi? Ça commence par la création d'un tableau de bord transparent sur les données, savoir combien il y avait de classes, avec combien d'élèves, combien d'écoles. On n'avait pas ces éléments-là. Et comment savoir où on va aller si on ne sait pas où on se trouve? Donc ça commence par ça. Donc il faut qu'on réunisse des données qui soient transparentes. Et comme on avait 500 enfants qui n'avaient pas de place, on s'est dit qu'on allait créer 1500 places dans l'enseignement français à Londres en 3 ans, en se disant qu'au moins comme ça, chaque année, si on faisait ça en 3 ans, eh bien, on aurait épongé en fait la demande et on répondrait à cette demande. Mais évidemment, Londres n'est pas le seul endroit au Royaume-Uni. Il y a des familles françaises qui étaient intéressées par l'enseignement français. Et donc, l'idée était de travailler sur un objectif 2, qui était effectivement de développer ces écoles bilingues. Bénédicte en a vraiment très bien parlé parce qu'elle a été une animatrice justement parce que l'école européenne de Culham allait justement fermer. C'était un traumatisme à l'époque et elle a travaillé pour lancer l'Europa School, prendre le relais. Et donc ça, c'était l'objectif 2. Et puis l'objectif 3, c'était de mettre en réseau ces écoles flammes dont Joël a très bien parlé, qui existaient déjà, on en avait une quinzaine à l'époque, et il y avait des volontés de créer d'autres associations, et comment faire pour qu'elles ne réinventent pas la roue. Donc est venue l'idée à ce moment-là de les mettre en réseau. Alors comment on a travaillé? En fait, on a rassemblé tout le monde. Le travail, c'était d'unir, rassembler les parents d'élèves, les enseignants, la Chambre de commerce. Arnaud Vessier, président de la Chambre de commerce à l'époque du Royaume-Uni, a fait un travail, est venu et a apporté beaucoup. Les élus consulaires, bien sûr, dont je faisais partie, l'administration, les représentants de l'administration, de l'ambassade, et bien évidemment les représentants de l'AEFE. Mais tout ce monde-là était réuni autour de l'ambassadeur qui réunissait un comité de pilotage semestriel pour nous permettre de mesurer les progrès et de voir si on allait sur la bonne route. Et c'est ce qui s'est fait avec le concept de planifier, action, contrôle, évaluation. Donc ensuite est arrivé Bernard Rémier comme ambassadeur qui a pris le relais. Laurent, tu as pris le relais de Michel Monsoret. Et donc la dynamique s'est poursuivie. Et en 7 ans, les résultats ont été au rendez-vous, puisque si je regarde par exemple le réseau Flamme, on est passé en 7 ans de 15 à 45 associations, simplement en faisant travailler les gens ensemble. Pour l'objectif 1, on a créé, non pas en 3 ans, les 1500 places, mais on les a créées en 5 ans, avec une dynamique
qui s'est poursuivi, qui a porté à 2500 places créées en 7 ans. Ça a été dit, l'ouverture du CFBL, de Winston Churchill, de l'UIFA. Jeannine Manuel est arrivée et a créé aussi une structure. Tout ça a contribué à faire grandir donc cette capacité d'accueil. En 2015, quand tu es parti, Laurent, quand tu as passé le relais, à ce moment-là, j'avais réclamé qu'on redéfinisse l'objectif 1 puisqu'il était dépassé. Et parce qu'on comprend bien que si on ne fixe pas d'objectif, on est sûr de ne pas l'atteindre. Et là, effectivement, comme ça n'a pas été fait, eh bien, le regret, c'est que la dynamique du management participatif s'est ensuite interrompue. Tu le disais, ça s'est étiolé. Et ce n'était pas faux de l'avoir réclamé. Le dernier comité de pilotage a été organisé à ma demande. Il remonte à mai 2019. Ça a été le seul fait par l'ambassadeur Jean-Pierre Jouyet. Des groupes de travail étaient constitués à ce moment-là, c'était intéressant, avec comme mission de fournir des éléments pour déterminer les objectifs en nombre de places dans notre système français au Royaume-Uni d'ici à 2030. Pourquoi 2030 ? Parce que le président de la République, Emmanuel Macron, avait défini en mars 2018, il avait dit, voilà, il faudrait doubler le nombre de places dans l'enseignement français dans le monde d'ici à 2030. Donc, la question était de savoir, puisque le président propose cet objectif, qu'est-ce que le Royaume-Uni va faire ? Quel est le plan ? Comment allons-nous progresser ? Malheureusement, le comité de pilotage, qui était initialement prévu le 11 novembre 2019, n'a jamais eu lieu. Alors, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui en termes de situation ? D'abord, c'est qu'on n'a plus de réunions collectives pour analyser le tableau de bord et évaluer donc les actions à entreprendre pour l'enseignement français. Donc, où est-ce qu'on va ? Quel est l'objectif ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On apprend, et ça vient d'être dit par Amélie, que certaines écoles ne font plus le plein comme elles le faisaient avant, s'interrogent sur le niveau d'effectif. Pour la première fois, on entend que Charles de Gaulle est obligé de faire des campagnes de communication pour pouvoir remplir le lycée, ce qui n'était jamais arrivé. On a une autre difficulté, c'est la question effectivement des frais de scolarité, des bourses scolaires pour certains, et ça a été dit par Amélie, qui sont plafonnés pour le lycée Winston Churchill, alors qu'un enfant, par exemple, au lycée Charles de Gaulle, peut éventuellement être pris, ses frais de scolarité peuvent éventuellement être pris à 100%. Donc là, il y a des questions au niveau des frais de scolarité, de réflexion, pour accompagner pour les bourses. Amélie a parlé de fondation. Il y a un travail collectif à entreprendre là-dessus pour savoir comment on peut accompagner les parents dans ce domaine. Et donc, encore une fois, le problème, enfin, je dirais le président de la République a fixé cet objectif. Il faut qu'on décide. 3 ans plus tard, après qu'il ait donné la ligne, 3 ans plus tard, on n'a encore rien commencé à planifier au Royaume-Uni. Donc, on ne sait vraiment pas où on va. C'est un vrai sujet, c'est ce sur quoi j'insiste tout le temps. Pire, et là j'ai été très surpris, c'est que le ministre Jean-Baptiste Lemoyne a participé à une visioconférence le mois dernier au Royaume-Uni avec l'ambassadrice et les élus. Et il nous a annoncé que l'heure est plus à consolider le réseau qu'à penser à le développer. Alors là, on peut imaginer pour moi la déception, parce que c'est comme si on a le ministre qui tourne le dos aux objectifs définis par le président de la République sans qu'on en ait parlé collectivement. Quand est-ce qu'on a discuté de quel est le besoin ? Ça veut dire quoi consolider ? Ça peut vouloir dire plein de choses. Est-ce que ça veut dire qu'on revient tous avec l'AEFE ? Ça veut dire quoi ? Donc tout ça, ça nécessite qu'on en reparle. Mais ça n'est que le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est effectivement ces écoles bilingues. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il nous faut des profs de français. Or, on a bien vu qu'il y a une absence de volonté politique britannique de soutenir l'apprentissage des langues étrangères dans les écoles du pays. D'ailleurs, c'est devenu optionnel à partir de l'âge de 14 ans depuis 2004. Bénédicte nous avait partagé avec nous à l'époque, lorsqu'on avait ces réunions sur l'objectif 2, avec les statistiques édifiantes sur le sujet. Elle nous avait montré la chute de l'apprentissage du français. C'est un défi. Et donc, je profite de l'occasion pour vous dire que j'ai discuté récemment avec Bertrand Buchwalter, qui est le nouveau conseiller culturel à Londres, qui était précédemment consul général à Istanbul. Et il a vraiment très très vite il est rentré dans le vif du sujet. Quand on a parlé, il m'a dit un des sujets, une des nouvelles difficultés avec le Brexit, c'est l'envoi d'assistants de langue française au Royaume-Uni. On en a 208
en ce moment, qui font partie du programme d'assistant de langue au Royaume-Uni. À partir du 1er janvier 2021, les ressortissants européens candidats au programme d'assistant de langue au Royaume-Uni vont devoir acquitter des frais d'immigration, des contraintes supplémentaires qui représentent une nouvelle entrave pour ce programme de coopération. Et pour avoir un ordre d'idée, les effectifs français sur le sol britannique dans ce domaine ont été divisés par 10 en 20 ans. C'est donc un autre défi. Enfin, pour Flamme, donc, qui est l'objectif 3. Alors, ce qu'il y a d'intéressant avec Flamme, c'est que là, je suis très positif, ça continue à se développer. Mais pourquoi? Parce que le réseau Flamme a une impulsion, a poursuivi cette impulsion de travail dans le concept de plan école. Grâce à qui au départ? Ça a été dit par Joël, Yves Le Tournel, attaché de coopération pour le français, qui a imaginé de rassembler les associations au sein d'une fédération qui a été baptisée Parapluie Flamme. Et ce concept de management participatif s'est poursuivi avec le Parapluie Flamme, continue à organiser des réunions semestrielles, sa croissance s'est poursuivie, il continue à travailler de façon collective. L'attaché de coopération pour le français, lui, peut se concentrer sur son rôle de facilitateur, apporter sa plus-value. Ça fonctionne. Mais malgré tout, l'absence de comité de pilotage sur le plan école pèse aussi sur Flamme. Parce que ça vient d'être dit, la pandémie, ça a pour conséquence que certaines familles ont dû retirer leurs enfants. Ça met parfois en difficulté les associations. Et c'est pour ça que j'ai proposé le chèque éducation pour les écoles Flamme que j'ai présenté au budget quand on a discuté du budget pour 2021. Donc Jean-Yves Le Drian, qui est notre ministre des Affaires étrangères, apprécie beaucoup les écoles Flamme. Il m'a dit avis de sagesse, puisque c'était une proposition en termes de budget. On a le budget au niveau du social, au niveau des consulats, pour aider donc des structures qui sont confrontées au Covid-19, qui ont des difficultés. Et donc, l'idée, on a imaginé une solution, on en a parlé avec Benoît Ledévédec, qui est le nouvel attaché de coopération pour le français, et Joël a travaillé justement à une fonctionnalité. Comment on pourrait faire pour que les associations puissent recevoir ce chèque éducation qui permettra à des enfants de rester dans les écoles Flamme. Ceci étant, le fait qu'on n'ait pas de comité de pilotage, eh bien, je travaille en one-to-one avec Benoît Ledévédec, je vais travailler en one-to-one avec le cabinet du ministre. Ce n'est pas une façon de fonctionner. Et donc, on se retrouve tout seul. Et donc, on voit quoi? On voit qu'on arrive à début mars et qu'on n'a pas progressé sur le sujet. Donc, conclusion, ce n'est pas un hasard si on réussit ou si on échoue. Ce n'est pas un hasard si on a progressé, si on a tenu nos objectifs entre 2007 et 2015. C'est parce qu'on avait ce fonctionnement collectif. L'intelligence collective sur le plan école a donné de beaux fruits et c'est pour ça, je pense que vous avez raison de vouloir relancer cette dynamique du plan école. J'en ai parlé au conseiller culturel et je pense que c'est le véritable enjeu que nous avons en ce moment. Merci. Merci Olivier. Tu ne nous as pas déçus. Ta passion pour l'enseignement, elle continue, c'est très bien, je m'en réjouis. Je pense que tout le monde s'en réjouit aussi. On va passer, il y a pas mal de questions qui sont arrivées depuis qu'on a commencé notre session. Pardon, je suis désolé, j'ai quelques petits soucis d'alimentation. La première question, peut-être, va s'adresser à Joël. C'est comment fait-on pour trouver une école Flamme quand on arrive au Royaume-Uni ou quand la plus près de chez nous, en fait, même quand on est déjà installé? C'est vraiment très simple. Alors, ça me permet d'annoncer que d'ici une dizaine de jours, nous aurons un nouveau site, donc le site du parapluie, parapluieflamme.org, sur lequel vous allez trouver une carte de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni et même plus loin, sur laquelle il y aura donc une facilité interactive. Donc, vous trouverez la petite école la plus proche pour vous. Sinon, vous n'hésitez pas à nous contacter sur info@parapluieflamme.org. Il y en a partout, presque partout. Merci Joël. Je relais une question de Catherine qui se reconnaîtra sur les ressources pour le soutien aux écoles Flamme et en particulier dans le cadre d'une création, parce que Catherine souhaiterait, elle, créer une école Flamme à Walthamstow.
Christian, tu peux peut-être nous guider Catherine, nous guider tous. Oui, alors d'abord le parapluie flamme est là pour aider. Justement, c'est notre mission, une de nos missions principales, c'est d'aider à la création et tout au long de la vie d'une structure flamme. Donc, nous contacter déjà, c'est la première chose sur cette fois-ci administration@parapluieflamme.org. C'est le premier point. On pourra aider à la fois sur les statuts. C'est pas forcément évident pour une structure qui se crée de gérer la création des statuts, en particulier pour créer si c'est une association caritative. Donc, on accompagne à bien écrire les statuts et à bien poser les statuts. Il y a également des possibilités de subvention avec l'AEFE ou avec la subvention staff. Donc, on accompagne aussi, on donne conseil autour du montage des dossiers de subvention. Ce sont des subventions qui dépendent, le montant dépend de la demande de l'école, donc on peut travailler ça avec la structure, et en particulier des subventions qui aident dans les premières années à la création. On pourra aussi aider à la recherche d'enseignants, à la formation d'enseignants et à l'interaction, le retour d'expérience avec toutes les autres structures, tout le réseau de structures flammes. Ces retours d'expérience aident beaucoup les structures qui se montent. Donc voilà, le mieux c'est de nous contacter et on pourra accompagner. Oui, ton intervention, Christian, me fait penser qu'il y a une question qui porte là-dessus, sur la formation des enseignants. Comment se passe la formation des enseignants dans les écoles flammes? Alors, la plupart des enseignants des écoles flammes, je ne sais pas, Joël, si tu veux répondre, je peux commencer, tu m'accompagneras. La plupart des enseignants de structures flammes sont déjà formés, viennent déjà de structures soit britanniques, soit françaises. Donc, en général, Joël a mentionné le chiffre de 70%, la plupart d'entre eux sont effectivement déjà formés. On les accompagne en plus avec des formations fournies par le Parapluie Flamme en relation avec des organismes spécialisés qui viennent de France et qui nous accompagnent sur la formation pédagogique. Et on a aussi des assistants qui souvent sont à la base des parents d'élèves qui vont se former sur le tas et qui ensuite vont parfois prendre un itinéraire plus renforcé dans la pédagogie. Joël, je ne sais pas si tu as quelque chose à... Je pense que tu as tout dit. Les formations, effectivement, s'adressent plus spécialement aux enseignants qui n'ont pas eu de formation formelle. C'est plus facile de trouver des enseignants qualifiés dans les grandes villes. Peut-être que dans certaines régions, c'est déjà plus difficile d'avoir un personnel qualifié. Donc, les parents qui viennent aider dans les classes, vous savez, au fil des années, obtiennent quand même pas mal d'expérience et comprennent les rouages de l'enseignement flamme. Donc, ils font un travail souvent sensationnel, vraiment. Merci. Juste un détail aussi, Laurent, nous accompagnons à la fois sur la formation pédagogique, mais aussi sur des formations comme le safeguarding qui permettent aussi aux enseignants de comprendre les législations et les régulations ici, les lois liées à la protection de l'enfance. Question extrêmement importante. C'est une question qui s'adresse à plusieurs membres du panel, mais je vais donner l'honneur à Olivier. On nous pose sur la relance du plan école. Comment relancer la dynamique du plan école quand on voit la diversité des frais de scolarité entre les différents établissements? Olivier, je te laisse la parole quelques instants et après je me retournerai vers Amélie qui aura peut-être d'autres éléments. Ce qu'il faut, c'est retrouver cette organisation que l'on avait au départ, c'est de réunir à nouveau tout le monde. On ne peut pas travailler sur cette question si on n'a pas tout le monde autour de la table ensemble. L'ambassadeur doit avoir un comité de pilotage avec des gens qui ont déjà réfléchi et lui amener des pistes, des solutions, et ensemble, on détermine quels sont les objectifs, les actions à entreprendre.
Aujourd'hui, ce dont on a vraiment besoin, ça avait été défini lors de la réunion avec Jean-Pierre Jouyet en 2019, c'était de retrouver donc cette réunion pour déterminer quels sont les objectifs à atteindre. Maintenant, c'est ça. Si on ne refixe pas ça, si on ne se retrouve pas pour définir ces objectifs, on n'avancera pas. Donc aujourd'hui, la question n'est pas pour nous de dire, voilà, il faut qu'on fasse ceci ou il faut qu'on fasse cela. Notre objectif, c'est de retrouver tout le monde, de réunir tout le monde. Voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi allumer la lumière parce que là, j'ai une baisse à Paris. On n'a plus du tout de... Je crois que le soleil est en train de s'évanouir. Donc, je vais commencer par ça. C'est peut-être comme ça, la lumière, qu'on va retrouver la dynamique. Amélie, est-ce que tu as d'autres éléments à apporter sur cette question des frais de scolarité? On l'a très bien identifiée, elle est cruciale évidemment pour l'avenir. Oui, bien sûr, bien sûr. Que ce soit d'ailleurs à Charles de Gaulle ou au lycée international de Londres, les frais de scolarité sont un véritable budget pour les familles et on le sait tous très très bien. Mais effectivement, ils sont très liés aux effectifs également. Donc, on va veiller à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation irresponsable des frais de scolarité, mais je pense qu'on a un véritable rôle à jouer aussi pour aider les établissements à se tourner vers des nouveaux publics qui vont nous permettre de stabiliser les frais de scolarité. Oui, Pardonne-moi, Laurent. Juste, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Amélie, parce que c'est totalement vrai. C'est pour ça qu'on doit créer la dynamique. Si tu n'es pas dans une dynamique de création de place, si tu n'es pas dans une dynamique positive, agressive, qu'est-ce qui se passe? Si tu travailles pas si tout le monde ne travaille pas tous ensemble sur ce sujet-là, eh bien, chacun essaye de s'en sortir de son côté. C'est ça le problème. C'est pour ça que ça ne fonctionne plus. C'est parce qu'avant, quand CFBL s'est créé, quand Winston Churchill s'est créé, c'était en bonne intelligence avec le reste du réseau. Et donc là, comme ça ne se fait plus, eh bien, chacun est face à ses propres problèmes. Seulement, au lieu d'essayer de les régler tous ensemble, parce qu'on règle tous les problèmes ensemble, et au lieu de faire ça, eh bien, chacun essaye de s'en sortir de son côté et développe des stratégies différentes qui peuvent du coup se retrouver en contradiction. Et là, le vrai enjeu, c'est une des raisons, et Amélie le dit très bien, c'est pour ça qu'il faut le relancer. Parce que sinon, tout le monde est sur la défensive et se met à reculer. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, effectivement, Amélie a un point extrêmement précis. Plus il y aura d'élèves dans les structures, plus les structures seront à effectif plein et plus le danger d'augmentation des frais de scolarité important sera écarté. Il faut être aussi tout à fait clair que la différence des frais de scolarité s'explique par la différence de statut et la différence d'aide gouvernementale aux structures. C'est-à-dire que l'établissement lycée Charles de Gaulle, établissement phare du réseau, un des plus gros établissements du réseau AEFE dans le monde, bénéficie d'aides financières directes ou indirectes de l'État à un immobilier qui est amorti depuis très longtemps, alors que d'autres structures plus récentes, alors Winston Churchill ou l'école Janine Manuel ou le IFA ou le CFBL, sont des structures privées et qui donc ont des charges totales de personnel et qui ne bénéficient que de très peu de subventions. Alors ces établissements, il ne faut pas être tout négatif, apportent aussi parfois des aides financières directes à certaines familles et aident les familles aussi, mais il y a des limites à ce que chaque établissement peut faire, évidemment. J'en profite pour faire un clin d'œil à deux de nos collègues qui sont parmi les participants qui nous écoutent de l'école Janine Manuel et de l'EIFA, qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre. Donc, c'est important comme question. Et effectivement, la dynamique, le nombre d'élèves est un élément fondamental de la maîtrise des frais de scolarité. Ça, c'est une évidence. Il y a une question, alors on voit bien que la dynamique londonienne est très puissante. Une question qui nous est posée par Chris sur les enfants qui sont nés au Royaume-Uni et qui souhaitent poursuivre leurs études en France.
Comment ça se passe? Quelles sont les solutions? Bénédicte, toi est-ce que tu as des... J'imagine que certains des élèves des écoles, en grosse majorité, vont dans des établissements supérieurs britanniques, mais veulent aller en Europe. Et comment ça se passe maintenant? Et en particulier pour les Français, si tu as des lumières, et après, je te ferai des compléments si tu le souhaites. Je connais moins les conditions de retour en France. Ce que je dirais, c'est faites bien attention quand vous voyez école bilingue en France. Il n'y a pas vraiment de définition de bilinguisme, mais on a un peu de tout. On peut avoir des écoles bilingues avec anglais renforcé, avec français, avec un peu plus d'anglais à partir de 3 heures de plus. Parfois, ils prétendent être une école bilingue. Donc, il y a des écoles à parité totale. Donc en France, je sais que dans le cadre des... tout dépend de ce que souhaitent ces personnes-là, s'ils souhaitent être scolarisés dans le système français ou plutôt international pour pouvoir continuer à développer les deux langues. Il y a assez peu... il y a beaucoup de sections britanniques. Il y a une quarantaine de sections de langues dans les écoles françaises qui sont gratuites. Il y a l'école européenne de Strasbourg. Il y a de nouvelles structures qui sont en train de se créer, dont tu pourras nous parler, Laurent. Il y a dans l'ensemble assez peu d'écoles totalement bilingues, je dirais, mais je pense que ça va se développer. La question était plutôt, je me suis mal exprimé certainement, Bénédicte, c'était pour l'enseignement supérieur, donc on sort un peu de notre cadre. Alors, le Brexit a modifié certaines choses, évidemment, mais si les enfants ont de nationalité française ou une nationalité de l'Union européenne, ils n'auront pas de difficulté de visa pour entrer sur le territoire français. En revanche, pour entrer dans les universités françaises globalement, il faut pouvoir justifier d'un niveau B2 du cadre européen commun de langue en français, parce que voilà, les universités le demandent globalement, et il est vrai que quand on vient d'une école française reconnue par l'État, donc homologuée, l'entrée est automatique, et très facile. Elle est au même titre que les écoles françaises de France. Quand on a un diplôme A-level ou bac international, c'est parfois un peu plus compliqué, mais la reconnaissance du bac international est maintenant très avancée. Il y a plus ce dogmatisme qu'on a connu il y a quelques années. Donc, c'est un peu plus facile, mais il faut contacter absolument les universités et contacter éventuellement le bureau de Campus France qui peut vous donner aussi des indications, et en particulier sur les bourses et le Crous. Donc, Campus France, ça ne s'appelle plus comme ça maintenant d'ailleurs, ça ne s'appelle plus Campus France, Olivier, je crois. Mais bon, donc... Moi, je m'inquiète sur le même sujet, mais dans le sens inverse, je m'inquiète beaucoup des problématiques. Je pense que dans le cadre du plan école, il faudra rajouter un volet par rapport à toutes les problématiques qui sont liées au Brexit, qui sont étroitement suivies par les 3 millions présidés par Nicolas Hatton, et notamment sur les problèmes de mobilité des étudiants et de recrutement des enseignants, y compris dans l'enseignement supérieur, dont Olivier a fait référence tout à l'heure. Puisque, je le rappelle, 35% des étudiants de langue en Angleterre viennent de l'Union européenne. Je connais mieux l'aspect anglais que l'aspect français, mais 35% des étudiants de langue en Angleterre viennent de l'Union européenne, et donc c'est une crise majeure pour le gouvernement anglais. Non seulement il y a une chute des candidats en GCSE et A-Level, donc moins de gens qui se forment à l'enseignement, en Angleterre, des départements de langue qui ferment dans les universités anglaises, et tous ces Européens qui travaillaient au Royaume-Uni, dont une partie rentre en Europe, et donc une pénurie d'enseignants de langue dans ce pays. Joël? Oui, je voulais simplement ajouter que dans les petites écoles flammes, certaines, je vais dire, préparent le niveau B2 qui est acceptable pour l'entrée en université en France. Donc, certaines petites écoles préparent les élèves aux examens DELF niveau B2. B2 est accepté dans toutes les universités excepté la Sorbonne. Il faut le niveau C1 pour rentrer à la Sorbonne. Et les grandes écoles aussi, d'ailleurs, C1. Merci Joël pour cette précision importante.
Il y a une question qui revient, tu en as un petit peu parlé, Bénédicte, c'est quel est l'impact du Brexit sur le recrutement des enseignants et sur du coup la qualité des enseignements qu'on va pouvoir avoir dans nos différentes structures. Bénédicte, est-ce que tu as des... Je suis désolé, je te mets un peu sur le grill. Comme je le disais, c'est un gros problème puisque maintenant, il faut, pour les établissements privés, il faut avoir une licence de sponsor, il faut pouvoir justifier d'un salaire minimum de 25 600 livres. Et pour des postes à temps partiel, Olivier mentionnait les assistants de langue, ça peut poser un problème. Donc, il y a certains assouplissements pour certaines matières qui sont particulièrement en demande, comme les mathématiques ou les sciences. Mais globalement, il y a tout à reconstruire et on découvre les problématiques au jour le jour. Il y a des programmes peut-être de mobilité qui pourraient se mettre en place entre les différents pays. Peut-être qu'Olivier veut rajouter quelque chose puisque je sais qu'il a commencé à travailler sur le sujet et Nicolas Hatton suit également ces problématiques. Olivier, Je suis désolé parce qu'en même temps, sur la boucle, on me posait des questions sur un autre sujet que Christian. Donc, je m'apprêtais à lui dire qu'effectivement, j'ai vu la question. Je suis prêt à répondre sur la question du plan école, si tu veux. Sur la question du chèque. Du chèque éducation, j'ai vu, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, excuse-moi, comme j'étais là-dessus, je n'ai pas entendu Bénédicte. C'était sur les conséquences du Brexit. Et sur la mobilité des enseignants. Je sais que tu travailles sur le sujet. Toutes les problématiques qui se posent par rapport aux licences de sponsors, au salaire minimum et comment essayer de mettre en place des accords pour essayer de faciliter l'entrée d'enseignants français au UK. Et dans le sens inverse, j'imagine que la France aurait aussi besoin d'enseignants anglais dans ces écoles. C'est effectivement un des sujets, je l'ai abordé tout à l'heure quand je parlais de ma conversation avec le conseil culturel. On a vraiment un gros sujet là-dessus qui est en train d'arriver, sur lequel on va devoir travailler. Je pense que c'est un sujet d'ailleurs qui va être discuté avec le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, parce que je crois que quand on en a parlé avec le conseil culturel, il faut vraiment qu'on mette en place justement une stratégie là-dessus, parce que sinon il va y avoir un vrai sujet pour pouvoir avoir suffisamment d'enseignants. Les écoles ne vont plus pouvoir recruter. Nicolas m'en a parlé, ne serait-ce que pour Bristol, l'école française de Bristol. Pour eux, c'est déjà un sujet. La question se pose dès maintenant parce que les candidats sont maintenant sélectionnés en ce moment. Ils doivent commencer au mois de septembre. Et donc, il y a une question de surtaxe du NHS pour les candidats. Donc, ils sont en train d'essayer de travailler à des solutions, mais très honnêtement, c'est un sujet sur lequel il faudrait travailler. Et encore une fois, il faudrait y travailler de façon collective, parce que si le conseil culturel, il essaye de le régler tout seul, lui, en allant chercher les parlementaires par-ci, par-là, mais il faut s'y mettre à tous. Parce que c'est un des sujets, ce que je disais tout à l'heure pour l'objectif 2 du plan école. Pour moi, j'en ferai un vrai sujet de réflexion avec un groupe de travail, que le conseil culturel ne soit pas seul sur cette question. Entendu. Je ne sais pas si c'est une inquiétude, mais en tout cas une observation qui est juste d'ailleurs. On nous dit que dans les écoles les écoles françaises de l'étranger, comme par exemple en Turquie ou ailleurs, plus de 50% des élèves ne sont pas français. Et la question, c'est est-ce que cette situation risque de se produire si le plan école réussit et est-ce que c'est un problème? Alors, je vais peut-être essayer de répondre, Olivier, mais je te laisserai la parole ensuite. C'est en fait la situation londonienne qui est une anomalie. C'est une anomalie parce qu'il y a 85% des élèves qui ont au moins un passeport français. Alors, évidemment, dans cette proportion, il y a beaucoup de binationaux aussi, mais c'est une anomalie dans le réseau. Et ceux qui connaissent le réseau des établissements français à l'étranger savent que ça n'est pas la situation, j'allais dire, statistiquement normale. Je parle de certains réseaux comme le réseau libanais, où là,
l'immense majorité des élèves est de nationalité libanaise et n'est pas de nationalité française. C'est la même chose au Maroc, la même chose en Espagne, en Amérique du Sud. Enfin, Olivier qui a circulé partout dans le monde et qui, à chaque fois qu'il part en voyage, enfin en déplacement, pas en voyage, en déplacement, rencontre les écoles, le sait très bien. Je pense que c'est la meilleure chose, enfin, personnellement, je pense que c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à nos écoles françaises, c'est d'accueillir plus de Britanniques, plus de nationalités tiers, pour qu'elles reprennent leur caractère international et qu'elles puissent diffuser la langue française. Je pense que c'est une richesse d'avoir une école qui brasse des nationalités diverses et qui permet les échanges quotidiens et l'ouverture de tout le monde, des élèves qui arrivent dans nos écoles, comme nos petits élèves français, sur d'autres réalités culturelles, d'autres pratiques, d'autres familles, d'autres langues. Moi, je trouve ça très enrichissant et je pense que ce serait vraiment une très bonne chose. Olivier? Bah, là, on est totalement d'accord. C'était ça d'ailleurs l'objectif. C'est pour ça qu'il fallait poursuivre la dynamique. Parce que si on poursuit la dynamique avec des créations de nouvelles écoles, de nouvelles places, évidemment, c'est pour s'adresser à un public plus large. C'est pour ne pas répondre uniquement à la demande des élèves français. Parce qu'aujourd'hui, du coup, si on a cette logique-là, qu'est-ce qui se passe justement puisqu'il y a le Brexit, puisqu'il y a une forme de... On peut perdre des élèves français? Eh bien, normalement, ça devrait se compléter naturellement, comme on le voit dans d'autres pays, par des élèves étrangers. On ne devrait pas avoir ce problème d'effectifs. C'est parce qu'en termes de vision, on se focalisait beaucoup sur les élèves français. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je veux dire, quand on a vu arriver, par exemple, le UFA ou même Janine Manuel, ce n'était pas forcément leur vision. Ils voulaient répondre aussi à une demande plus large, pas uniquement les enfants français. Donc, c'est ça qui était vraiment positif. Et pourquoi il faut créer cette dynamique? Pourquoi il faut poursuivre? Pourquoi le président de la République il veut doubler d'ici à 2030? Ce n'est pas par une lubie. En l'an 2000, il y avait à l'étranger une école française pour 3 écoles anglo-saxonnes, anglaises américaines. Aujourd'hui, à l'étranger, il y en a une pour 20. Donc, les écoles anglaises anglo-saxonnes se sont développées à l'étranger. Et nous, on n'a pas été capable de suivre parce qu'on avait un système un peu trop atrophié. Donc là, on a voulu ouvrir les fenêtres, dire allez, on y va. Et c'est dommage, justement, depuis quelques années, que ce mouvement-là se soit interrompu. Et donc, il faut retrouver cette dynamique parce que si on n'avance pas, c'est comme sur un vélo, on tombe. Voilà. Et donc, il faut poursuivre sur cette dynamique. Et il faut l'ouvrir et ouvrir l'enseignement. Et ce que fait le lycée Winston Churchill, et justement, c'est très intelligent parce que du coup, il voit bien que là, maintenant, il faut relever les défis. Donc, il faut s'ouvrir, peut-être repenser justement son système pour pouvoir s'ouvrir à un panel plus important d'élèves. Mais c'est ça le sens de l'histoire. C'est vers ça qu'il faut aller. En parlant de diversification des offres, il y avait une question à laquelle Amélie a répondu en ligne très, très rapidement, mais qui pose la question de savoir s'il existe des cours en ligne, si les établissements français proposent une scolarité en ligne pour tous ceux qui seraient loin de Londres, qui souhaiteraient tout de même avoir une scolarité française. Amélie, tu as répondu rapidement, mais peut-être que tu peux donner un peu plus de détails. Oui, tout à fait. Le lycée international de Londres est en passe de proposer des cours complètement en ligne, une scolarité complètement en ligne qui s'appelle Lille Online, et donc qui pourra répondre justement aux besoins et aux attentes de familles qui sont loin d'établissements français et qui souhaitent une scolarité prise en charge complètement en ligne. Que ce soit d'ailleurs au Royaume-Uni ou ailleurs. Oui, je dois préciser qu'au-delà de cette offre particulière, la pandémie a fait que tous les établissements français et une partie des établissements britanniques aussi d'ailleurs, mais en particulier à Londres, ont proposé des solutions évidemment à distance et en ligne pour leurs propres élèves pour faire face à la fermeture des établissements et que globalement, je crois, de ce que j'ai cru comprendre, ça a été un grand succès pour tous les établissements qui l'ont proposé. Donc, il y a des solutions. C'est vrai que cette nouvelle solution va exister et donc ça répond
à la question de Mallory. Olivier, tu voulais revenir sur le chèque éducation puisque tu avais eu des questions et qui ont été nombreuses sur cette problématique-là. Oui, parce que je vois... Elles sont très nombreuses. Voilà, il y a quelqu'un qui disait, bon, on attendait, ça semblait, le chèque flamme, on n'en voit pas la couleur, c'est une déception. Alors, donc, je pense que c'est important de faire un point là-dessus pour que chacun comprenne ce qui s'est passé. Donc, lorsque j'ai présenté cet amendement au Sénat, on est obligé de faire passer d'une ligne à l'autre, d'un programme à l'autre. C'est de la cuisine budgétaire, mais c'est comme ça. Donc, il faut prendre, par exemple, si on a besoin de 250 000 euros, on va dire, pour le programme Flamme, eh bien, il faut que je le prenne sur un programme pour le mettre là où est le programme Flamme, par exemple, qui est le programme 185, qui est pour l'enseignement. Donc, lorsqu'on fait ces propositions d'amendements budgétaires, bien souvent, le gouvernement dit non, ça ne m'intéresse pas. Ceci étant, en l'occurrence, ce que je proposais, donc, c'était quelque chose de nouveau, le chèque éducation, pour répondre à un besoin précis qui était les familles qui en avaient besoin dans les écoles flammes, qui retiraient les enfants du fait du Covid-19. Et j'avais dit à Jean-Yves Le Drian, lors de la discussion budgétaire, même si vous me dites, par exemple, vous refusez l'amendement, c'est pas grave. Puis si Flamme, c'est important pour vous, puisqu'on a l'argent dans le programme 151, donc l'argent social, on a une enveloppe sociale spéciale Covid, donc il suffirait avec le programme 151 de trouver ces quelques dizaines de milliers d'euros pour pouvoir financer ce chèque Flamme. Mais Jean-Yves Le Drian a dit non, par rapport à l'amendement, avis de sagesse, faisons-le. Et je sais que Jean-Yves Le Drian était très sérieux quand il a fait ça. Ceci étant, à l'Assemblée nationale, comme ça se passe généralement, toutes les modifications budgétaires faites au Sénat sont éliminées et on revient à la photo faite par l'Assemblée nationale. Mais ce n'était pas grave, puisque je l'avais dit dès le départ, même si l'amendement n'était pas voté, ça ne changeait rien, puisqu'on ne parlait quand même pas de grand-chose. On a le budget dans le programme 151. Donc, c'est revenu avec l'Assemblée nationale, a remis comme d'habitude tous les compteurs à zéro. Mais le chèque éducation, c'est quand même un engagement moral maintenant au niveau du ministre des Affaires étrangères. Et donc, quand on a parlé avec le cabinet de Jean-Yves Le Drian, lui est toujours partant pour le mettre en route. Simplement, derrière, il faut mettre en place la mécanique. Et c'est sur quoi on a travaillé avec Joël. Donc, on a fait une proposition exacte de dire comment ça doit fonctionner. C'est-à-dire que l'association contacte le conseiller culturel chargé de l'éducation, lui donne la liste des élèves dont qu'ils veulent soutenir via un chèque éducation Flamme. Et en fait, avec le programme 151, le consulat pourrait faire le chèque pour pouvoir financer ces places. On a tout transmis au mois de janvier avec Joël parce qu'il y avait une question d'urgence. On a transmis ça. On a transmis ça au cabinet du ministre. J'ai reposé la question à Jean-Baptiste Lemoyne le mois dernier puisqu'il est venu devant les élus et c'est justement la question que je lui ai posée. Je lui ai dit, nous sommes en attente d'une réponse pour ce chèque éducation, la mise en place de ce chèque éducation. On sait le faire. On sait le faire avec l'ambassade ici, avec l'argent du consulat. On peut le faire. C'est une décision politique. Maintenant, il faut la concrétiser. Alors après, comment ça se passe entre la décision politique et le fait que ça se concrétise avec l'administration ou pas, c'est vraiment une responsabilité de l'exécutif. Donc, c'est là où est maintenant l'enjeu. La difficulté, c'est qu'on est maintenant début mars. On arrive à la fin du premier trimestre et ça n'a pas été fait. Donc, il y a une sensation, ce que dit justement une des personnes sur la boucle. Du coup, il y a une sensation d'être déçu, de déception. Et donc, c'est vraiment un sujet, ça va être un sujet. Et je pense que je serais intéressé de voir la réaction du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, quand il va se rendre compte que derrière, son administration n'a pas mis en œuvre ce qu'il souhaitait. Là, on va en reparler parce que je sais quelle était la volonté du ministre, qu'il avait vraiment la volonté de le faire et de le soutenir. Donc après, qui aura fait que ça ne se sera pas concrétisé, je dirais c'est leur problème. Mais il y a un moment, nous, on peut pas aller au-delà.
C'est ni les écoles flammes, ni moi qui pouvons faire le chèque pour dire on le fait. On a l'argent dans le programme 151 pour le faire. Et on ne parle pas de grand-chose. Hein. On parle de 150 000 euros. Voilà, c'est ça l'enjeu. Et pour 150 000 euros, on ne fait rien, alors qu'on a l'argent. Voilà. Donc ça va être un vrai sujet. Je vois que la personne est déçue. Moi, je suis limite révolté qu'il n'y ait même pas eu, je dirais, une réponse pour dire on le fait ou on ne le fait pas. Ça reste en ce moment dans les limbes, mais quand on est au Royaume-Uni, in limbo, on connaît. On est tous un peu déçus de cette initiative n'ait pas été retenue, mais nous, on va continuer à la porter et à aider Olivier tant qu'on peut pour que ça fonctionne. Laurent, moi, je considère que l'initiative, elle a été retenue. Je considère que Jean-Yves Le Drian, pour lui, c'était clair. Et Jean-Baptiste Lemoyne ne m'a pas dit qu'il ne voulait pas le faire. Et son cabinet ne m'a pas dit qu'il ne voulait pas le faire. Donc, au contraire, c'est une discussion avec l'administration. Et je vais dire que même la EFE est revenue vers moi sur le sujet. Donc, on ne peut pas dire non plus que la EFE n'a pas envie de le faire quand ils m'ont contacté. Donc, c'est là où c'est intéressant. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça ne s'est pas concrétisé, où est-ce que ça a bloqué. Ça, c'est mon travail de contrôle de l'action du Parlement et je peux vous assurer que je suis très, très motivé pour comprendre ce qui a fait que ça ne se soit pas fait. Parce que là, aujourd'hui, on arrive à la fin du premier trimestre et c'était maintenant qu'on en avait besoin. Voilà. On ne va pas réagir là-dessus avec 6 mois de distance. Et j'avais bien dit au cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne, on a une action qui est une action ponctuelle là, pour les 2 trimestres à venir. Il faut le faire tout de suite, on a l'argent, les consulats ont l'argent, d'accord ? Il faut le faire très vite. Et pour le futur, parce que pour l'instant c'est ponctuel, pour le futur, rien ne vous empêche de revoir un nouveau fonctionnement avec la UFE, un fonctionnement qui serait pérenne pour pouvoir le rendre, je dirais, le mettre un petit peu comme une des clés, un des outils pour accompagner le développement des associations flammes. Parce que ce n'est pas que pour le Covid, ça nous permettrait, si on avait cette bourse pour les écoles flammes, ça accompagnerait le développement des écoles flammes. C'est ça, c'est un vrai outil de développement. Donc, mais il faut, s'ils sont vraiment intéressés par le programme Flamme, comme ils le disent et comme je pense qu'ils le pensent, voilà, il faut qu'ils y aillent maintenant. C'est le moment. Merci Olivier. Alors, il y a énormément de questions évidemment sur les frais de scolarité. On s'attendait tous en préparant cette réunion à avoir ces questions-là. Je rappelle que tous les établissements français, d'ailleurs, il y a tellement de questions sur Londres qu'on fera certainement on renouvellera l'exercice certainement avec un focus plus particulier sur Londres, mais aussi un autre événement plus particulier en dehors de Londres, parce que les problématiques sont quand même assez différentes. Je rappelle que, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les écoles françaises de Londres, qu'elles appartiennent à l'État directement ou qu'elles soient privées, font payer des frais de scolarité. Et c'est le cas dans tout le réseau des écoles françaises à l'étranger. C'est donc... je comprends que c'est une difficulté et on me pose la question, c'est Alban qui pose la question de savoir pourquoi Charles de Gaulle, qui est un établissement public, dit-il à 100%, fait-il payer des frais de scolarité. Alors, c'est une question, je ne vais pas botter en touche, hein, c'est une question qu'il faut poser à l'État, puisque c'est l'État qui possède Charles de Gaulle. Il faut savoir que l'ensemble des établissements font payer des frais de scolarité parce qu'elles ont des coûts qu'elles doivent assumer. Et le lycée Charles de Gaulle en particulier, que moi j'ai toujours connu avec des frais de scolarité. Donc il y a peut-être eu une époque très lointaine où c'était gratuit, mais ça fait très longtemps, en tout cas, que ça n'est plus le cas. Ils ont des frais, en particulier de personnel. Et il faut savoir que dans le budget d'une école, il y a 2 choses qui font le budget, c'est le personnel et parfois la charge immobilière quand il y a une acquisition ou une rénovation importante des bâtiments. Donc ça, c'est 2. Et globalement, dans un établissement, 70% du budget est pris par les personnels. Et une grosse partie, évidemment, les personnels enseignants. Et donc, le lycée Charles de Gaulle bénéficie de certaines subventions, directes ou indirectes, comme je le précisais, mais une grosse partie de son personnel
administratifs, mais aussi enseignants, sont à sa charge. Alors, on parle de service public. J'entends, et c'est vrai que les écoles, on les appelle les écoles françaises à l'étranger. On devrait peut-être les appeler les écoles à programme français de l'étranger, parce qu'elles ne sont pas une extension de l'éducation nationale en dehors des frontières. Je comprends que les Français le souhaiteraient, mais c'est vrai que quand on voit la situation, quand on considère qu'un certain nombre d'établissements scolarisent une majorité de non-français, voilà, c'est la difficulté est là. Je ne sais pas trop comment répondre à ce genre de demande, mais c'est une difficulté essentielle, enfin, j'imagine, qui est budgétaire. Olivier, tu as certainement des éléments à apporter plus politiques sur cette question-là. C'est une question qui revient régulièrement, j'allais dire, comme une antienne dans toutes les réunions qu'on peut avoir. Pourquoi le lycée Charles de Gaulle fait payer des frais de scolarité alors que c'est un établissement public? C'est donc un établissement gestion directe, donc géré par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Tu l'as dit, Laurent, c'est que le lycée, ça a des coûts et que donc il faut payer les enseignants, il faut payer l'établissement, il faut payer tout l'ensemble des charges. Et que si ce sont les parents des enfants qui en bénéficient, qui assument ces frais, ces coûts. Et que si ce ne sont pas ces parents-là, ça veut dire que ce sont d'autres parents qui vont payer pour ces coûts. Et donc là, en l'occurrence, le lycée Charles de Gaulle, il y a à peu près 30% des coûts qui sont payés par le contribuable français. En gros, c'est 30% du coût du lycée Charles de Gaulle. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le lycée Winston Churchill ou le CFBL, où là, ça ne coûte rien aux contribuables français. C'est un des sujets qui fait qu'on peut considérer qu'il y a une forme de concurrence déloyale, de fait. Donc là, en l'occurrence, si on voulait que les lycées soient gratuits à l'étranger pour les enfants français, ça a été une idée du candidat Nicolas Sarkozy quand il est devenu président de la République en 2007. Son idée, c'était effectivement de rendre les écoles donc à programme françaises gratuites. Qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, évidemment, les écoles qui sont des écoles privées pour l'essentiel, du coup, ont augmenté leurs tarifs, puisqu'ils se sont dit, puisque c'est le contribuable qui paye, tant qu'à faire, donc on peut augmenter les tarifs. Donc il y a eu un effet d'aubaine qui s'est créé et on a vu qu'une inflation des tarifs. Et puis on a vu que ça allait coûter énormément d'argent. On sait que maintenant ça coûterait 1,3 milliard ou 1,4 milliard, je crois, au budget de l'État si on les rendait gratuites. Et puis pourquoi le contribuable français financerait des places? Il ne faut pas oublier qu'à peu près 60% des places dans l'enseignement français à l'étranger, ce sont des enfants étrangers. Est-ce qu'il serait normal que le contribuable français paye pour des enfants étrangers leur éducation quand on a nous-mêmes quelques problèmes budgétaires? Donc, je ne crois pas que la population française serait très partante pour soutenir cette idée-là. Et donc, d'ailleurs, ça ne s'est pas fait. Ça s'est arrêté avec Nicolas Sarkozy lorsqu'il a fini son mandat. François Hollande a interrompu ce projet, qui d'ailleurs s'était arrêté à la classe de la seconde. Il n'était pas allé très loin, en réalité. Et puis même la gratuité, elle s'est aussi arrêtée avant même la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, parce que comme il a vu qu'il y avait une inflation, il a dit il est resté à la gratuité au niveau de 2007. C'est comme les frais de scolarité continuaient à augmenter, il disait la gratuité, en fait, il remboursait sur les frais de 2007. Donc, en fait, les parents continuaient quand même à payer, ce n'était pas tout à fait gratuit. Donc, je sais que beaucoup se posent cette question-là, mais quand on est à l'étranger, on ne peut pas avoir l'école gratuite, comme on ne peut pas avoir la santé gratuite, plutôt comme avoir la sécurité sociale. Donc, c'est un choix, mais on ne peut pas avoir tout le système que l'on connaît en France. Voilà, c'est
c'est une règle. L'idée que défend le gouvernement français, qui est une idée qui est censée, c'est-à-dire que les droits à l'éducation gratuite, laïque et républicaine s'arrêtent aux frontières de la République. Les lois de la République ne s'appliquent pas à l'étranger, donc effectivement, c'est une difficulté. Et c'est vrai que l'expatriation, pour beaucoup, c'est un choix, et que c'est des choix personnels, individuels. Je comprends que c'est compliqué pour beaucoup de familles, mais c'est vrai que l'école coûte cher, et je vous invite à regarder le site de l'Éducation nationale qui vous informe sur ce que coûte un élève français en France. Elle est gratuite, certainement, mais elle a un coût qui n'est pas neutre. Et donc, évidemment, à l'étranger, ça se répercute sur les utilisateurs directs. Il y a énormément de questions qui arrivent. Ce qu'on fera, c'est que dans le Q&A, les questions auxquelles on n'a pas pu répondre, nous y répondrons en différé, en quelque sorte, parce que l'heure avance, il est 18h25. Je m'étais engagé au début à ce qu'on finisse à 18h30. Donc, on va conclure cette réunion si vous le voulez bien. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a, malgré les difficultés, je pense qu'il y a énormément de volonté d'avancer. Il y a des éléments de dynamique, parce que même pendant la crise, on voit qu'il y a des initiatives, des établissements qui aident leurs élèves, qui aident leurs familles, des initiatives de développement de nouvelles offres. Je pense en particulier à certaines écoles dans Londres qui se créent. Je pense à nos amis des Petites Étoiles, par exemple, qui créent un 3e site. Donc, il y a des éléments positifs d'une dynamique nouvelle et qui soit plus inclusive et moins franco-française. Et je pense que c'est très positif. Et comme le disait Olivier, il n'y a pas de fatalité. Et nous pensons qu'il faut faire confiance à l'intelligence collective. Je vais donner la parole à mes amis, nos amis qui ont participé cet après-midi. Un mot de conclusion. Joël? Et mon micro, voilà. Eh bien, les petites écoles flammes sont une grande famille, on s'y sent bien, c'est une enclave, on va dire, linguistique et culturelle, on a plaisir à s'y retrouver, on s'y fait des amis au niveau des parents, mais bien sûr au niveau des élèves. Les enfants sont toujours, c'est là qu'ils prennent conscience, j'allais dire, du fait que d'autres comme eux parlent une autre langue, et donc le français. Et ça, c'est quelque chose de très fort pour eux, cette réalisation. Donc, les petites écoles devraient reprendre en présentiel la semaine du 12 avril, hein, d'après les dernières informations du gov.uk. Si vous cherchez une complémentarité scolaire en langue française, langue maternelle, eh bien, les classes en présentiel seront ravies de vous accueillir. Par contre, s'il n'y en a pas là où vous êtes, eh bien, contactez-nous et nous pourrons vous présenter le réseau des classes virtuelles qui a été lancé en janvier. Voilà. Merci encore à Nicolas Hatton pour son invitation à cette réunion. Merci. Merci Joël. Christian, quelques 2-3 mots? Oui, alors, Joël a dit le principal, donc un petit mot sur elle a parlé du réseau de classes virtuelles. Ce réseau nous aidera aussi à identifier les besoins dans des zones où il n'y aurait pas d'éducation du français, donc voir si les gens sont intéressés. Inscrivez-vous à ce réseau de classes virtuelles. Si on identifie des zones où il y a beaucoup de personnes qui souhaitent suivre une formation en français, nous ferons en sorte qu'une structure flamme en présentiel se crée dans la région. Et donc, on espère encore apporter de la dynamique dans les mois qui viennent. Bénédicte.
La donne a changé depuis le Brexit, de nouvelles problématiques apparaissent. Ne nous laissons pas abattre et reconstruisons tous ensemble un plan école qui réponde aux besoins des Français du Royaume-Uni. Il y a tout un travail pour redéfinir l'offre de ces établissements, mais aussi il est important de répondre à des objectifs plus larges concernant, comme on en a parlé, la mobilité des étudiants et des enseignants. Entre la France et le UK, mais aussi la promotion de la langue française. Quelqu'un posait la question dans le chat du devenir de la langue française au UK. Ça m'inquiète énormément, effectivement, quand on voit de jeunes Français qui vont faire une demande de passeport et qui ne maîtrisent pas la langue, faute d'accès à des structures. Donc, je dis bravo aux écoles Flamme, il faut continuer à développer cela. Juste pour donner une petite statistique, en 20 ans, le nombre de Français, d'élèves qui ont passé un GCSE en français a baissé de 61%. Et de 85% au niveau A-level, au niveau bac. Il y a donc une grosse problématique qu'il faut donc alerter et donc participer ensemble à redéfinir ces nouveaux objectifs pour répondre à ces nouveaux enjeux. Merci beaucoup Nicolas Hatton pour nous avoir invités et Laurent pour animer ce débat. Merci Bénédicte. Et Amélie, et puis on finira par Olivier, bien sûr. Oui, je dis un petit peu la même chose que Bénédicte, en fait. Que c'est tous ensemble et à travers un nouveau plan école que nous allons réussir à consolider notre réseau et de pouvoir continuer à avoir cette offre si variée et intéressante d'éducation à la française. Merci beaucoup. Écoute, Olivier, je te laisse le mot de la fin, un mot bref. C'est un honneur, effectivement, tu l'as dit, Laurent, et puis je remercie Nicolas Hatton d'avoir organisé cette visioconférence. Il n'y a pas de hasard si on réussit, il n'y a pas de hasard si on échoue. C'est l'intelligence collective du plan école, tu l'as dit, Laurent, qui a donné de beaux fruits entre 2007 et 2015. Pour moi, l'heure est venue de retrouver cet enthousiasme, et on le sent avec vous tous en vous écoutant. L'heure est venue de travailler pour atteindre l'objectif du président de la République, de doubler le nombre de places d'ici à 2030. Et ce n'est pas grave si on ne l'atteint pas en 2030, c'est la dynamique qui compte, c'est cette énergie que nous avons à mettre en œuvre. L'heure est venue de relancer le plan école au Royaume-Uni. Vous l'avez tous dit, c'est un beau projet pour un monde de projets. Merci Olivier, merci à tous d'avoir participé, d'avoir animé avec moi cette réunion. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vois qu'il y a même qui nous ont suivis du Brésil. Donc merci à eux et très bonne soirée à tous. À très bientôt.